Intervenants qui vont nous présenter un peu, comme je le disais, leur retour d'expérience sur les réseaux mesh. Bonjour. Alors effectivement, on va vous parler de... Alors la présentation est en anglais, je vais la faire en français, mais je vais peut-être avoir des anglicismes qui vont arriver naturellement, je m'en excuse par avance. Euh, SKF est une entreprise qui fait des roulements, donc on a beaucoup parlé de logiciels, de hardware, on parle de beaucoup de mécanique, euh, mais notre cœur de métier c'est les roulements. Et à côté de ça, on propose d'autres solutions que sont les joints, la lubrification, le condition monitoring, et c'est de ça principalement qu'on va parler aujourd'hui. Et puis des offres de services et de formation. Ah, ouais, désolé. Oui, voilà. Donc rapidement, SKF, donc c'est une entreprise suédoise, on est aux alentours de 38 000 employés et on est présent globalement, puisque voilà, 130 pays, on a des usines dans à peu près 70 pays. Donc c'est vraiment un acteur industriel majeur. Tout le monde a besoin de roulement, vous avez besoin de roulement, nos entreprises ont besoin de roulement. Ouais, on est incontournable dans le milieu industriel. On travaille pour tous les secteurs d'activité. On dit des fois, parfois que SKF est un peu un baromètre de l'industrie, puisqu'on on fonctionne, on alimente des secteurs d'activité très larges. Je vous ai juste mis ces deux chiffres-là pour le secteur industriel et le secteur automobile. Mais derrière tout ça, et notamment derrière l'industrie, on va du minier à la pharmacie, aux cosmétiques, puisqu'on est dans la région. C'est vraiment très, très large. Je vais me rapprocher du coup du sujet d'aujourd'hui, donc les réseaux maillés. On va aborder ces six thématiques avec Clément. Avant de rentrer vraiment dans tout ce qui est wireless et consommation d'énergie, les données et toutes ces contraintes qu'on a dû gérer, on va passer un peu de temps sur les applications et pourquoi on a besoin d'un réseau maillé dans notre secteur d'activité. Yes. Alors, bon, il manque des animations, mais ça va être quand même compréhensible. Donc, on fait chez SKF du condition monitoring. Donc, on part généralement d'un roulement qui est neuf, qui est installé sur une application, et on vient l'instrumenter pour essayer de récupérer des données de l'application. Une fois qu'on a récupéré ces données de l'application, il faut être capable de les analyser et d'en sortir de la connaissance pour essayer de soit diagnostiquer une panne, soit, et c'est encore mieux, de prognostiquer une panne, donc c'est-à-dire d'anticiper la panne et de remplacer le roulement avant qu'il y ait une casse majeure sur une ligne de production. C'est toujours plus intéressant de maîtriser l'arrêt de la ligne de production plutôt que de la subir. Une fois qu'on est capable de faire toutes ces analyses, ensuite on peut prendre des décisions, euh, avoir des actions correctives qui peuvent être variées. On peut relubrifier, je parlais de lubrification tout à l'heure, on peut changer le roulement, on peut faire de la maintenance, ou essayer un peu le Graal, on va dire, remanufacturer le roulement, donc réusiner la partie qui est usée du roulement pour le remettre en production et éviter de reproduire un roulement. Un roulement, c'est très énergivore en termes d'énergie. Et donc, si on le réusine, on gagne toute cette énergie qui a été utilisée pour le fabriquer et on le remet dans la boucle qui peut, alors c'est pas une boucle infinie forcément, mais ça permet d'utiliser, d'augmenter la durée de vie du roulement. Pour faire ça, on a besoin, alors normalement avec les animations, c'est un peu plus clair, mais on propose différents types de capteurs qui peuvent être soit câblés, donc en haut à gauche, en bas à gauche, et c'est tout. Donc des capteurs qui font des mesures de vibration et de température, qui peuvent être des capteurs qui sont montés dans des usines ou sur des trains, puisque alors, je sais pas si c'est très clair, mais sur les deux images en bas à gauche, c'est des capteurs qui sont montés sur des trains. Euh, et puis des capteurs qui sont wireless, et c'est là où on se rapproche un peu du sujet d'aujourd'hui. Le capteur qui est le plus visible, donc qu'on appelle GameX1, donc un capteur également de vibration et de température, mais on propose aussi d'autres solutions. Un capteur qui s'appelle le Quick Collect, où là, c'est un capteur qu'on vient déplacer pour faire des mesures, donc il n'est pas, il est wireless, mais c'est pas un capteur maillé. Et puis un capteur qui est monté également sur des trains au milieu
en bas, qui cette fois communique en 4G, qui a un GPS, donc qui permet de localiser les trains et d'analyser les différences sur les roues des meubles. Et puis, il y a une autre solution en bas à droite, là, alors, c'est pas une solution connectée, c'était pas une solution connectée initialement, mais maintenant elle l'est, où on vient lubrifier des roulements, on est toujours autour du roulement, et ça nous permet, enfin, on augmente la durée de vie du roulement, la connectivité nous permet de connaître la quantité de graisse, notamment, qui reste dans le réservoir. Avant de rentrer encore plus dans le détail du réseau maillé, je vous ai mis quelques exemples d'applications du capteur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très varié. En bleu, la petite boîte ici, c'est la gateway avec lesquelles les capteurs communiquent. On y reviendra un peu plus tard. Mais on a des applications qui sont vraiment très diverses. Cette application-là, c'est une application dans le médical. Donc, c'est des ventilateurs qui extraient l'air dans des zones, des salles blanches. Donc, c'est dans les plafonds, c'est très peu accessible. Mais après, on peut travailler donc, dans des environnements. Alors, ça ressemble à une raffinerie, je ne peux pas exactement vous dire, mais c'est un environnement plutôt ouais, d'une raffinerie ou de plateforme, peut-être pas plateforme pétrolière, mais en tout cas traitement d'hydrocarbures. Et puis après, on a des ventilateurs, de l'industrie minière pour la photo du bas en milieu. Donc, c'est vraiment des exemples d'applications et des contraintes différentes en termes de température, d'exposition aux polluants, qui sont très différentes des unes des autres. Je vais essayer de vous expliquer un peu les différentes contraintes qu'on a. Et pour commencer, je vais repartir de ce que faisait l'entreprise. Enfin, par quoi a commencé l'entreprise pour faire du condition monitoring? On a commencé par des capteurs câblés. Alors, on a deux solutions principales. Enfin, en tout cas, j'ai pris ici deux solutions que sont donc le petit boîtier bleu qui s'appelle IMX8, qui est une solution donc, câblée qui est utilisée dans l'industrie pour des machines qui sont plutôt critiques. Donc, c'est un système qui est capable de faire des mesures en continu et qui traite les données dans ce petit boîtier. Euh, avec des capacités avancées de traitement, on est capable de récupérer des informations des lignes de production pour déclencher le nom des mesures, de synchroniser des mesures entre différents capteurs. Et c'est un produit qui est, alors je ne vous ai pas mis d'ordre de grandeur, mais c'est un produit qui est relativement coûteux. Faut quand même bien connaître l'application sur laquelle c'est installé. Et puis dans un second temps, on a un produit qui s'appelle l'IMX-M, qui cette fois-ci n'est pas pour des machines critiques, mais des machines. Enfin, c'est fait pour protéger des machines, notamment dans les industries pétrolières. Si on a un roulement qui est défaillant, il faut être capable d'arrêter la machine rapidement, notamment si le roulement est en train de chauffer. Et donc ça, c'est un système qui est capable d'arrêter une ligne de production pour mettre en sécurité l'usine, le bâtiment, les personnes, avec des systèmes d'analyse qui sont encore plus avancés et forcément un coût un peu plus important que la proposition précédente. J'ai ajouté les coûts d'installation, ces systèmes sont câblés, on en a parlé avec certains un petit peu à la pause. Le coût du produit, c'est quelque chose, mais le coût d'installation représente parfois le double, voire le triple du coût du produit. Quand il faut installer, tirer des câbles dans des usines, ça peut rapidement monter. Pour le wireless, c'est pas magique, hein, on a aussi des contraintes. Je parlais de tirer des câbles, la partie environnement, c'est ça que je voulais montrer. Le wireless amène cette facilité d'installation. On installe le capteur, on n'a pas besoin de tirer des câbles dans une usine, mais en contrepartie, on a besoin de communiquer à des distances qui sont importantes. Et c'est une des raisons pourquoi la technologie MES a été choisie pour cette solution. C'est qu'on peut avoir des distances de communication qui sont importantes et étendre le réseau sans avoir un coût qui est exorbitant, puisque si on avait besoin d'ajouter une gateway au réseau. La contrepartie d'avoir des capteurs qui sont maillés, en tout cas dans notre cas qui ne sont pas alimentés, c'est que on a une batterie, on a une durée de vie qui est limitée, on a une taille qui est limitée. Et donc forcément, on ne peut pas avoir un capteur qui est installé ad vitam aeternam. Donc on a une durée de vie, nous, qui est aux alentours de 4 ans. Vous verrez un peu plus tard, c'est à mettre en face des nombres de mesures, de la quantité de data qu'on partage. Mais c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on avait au début du projet et qu'on a.
Et puis, bah, forcément, ça revient un peu à la première slide que j'ai présentée, la collecte d'informations. Quand on a commencé le projet, les clients voulaient un capteur wireless qui fait la même chose que le capteur wired en termes de mesure. Ben, c'est pas possible. Il y a forcément un compromis à avoir. Donc, effectivement, on fait le même type de mesure, mais on ne les fait pas aux mêmes intervalles. On ne le fait pas avec aux mêmes instants dans la vie du produit. Mais on fait vraiment le même type de mesure. Alors, on mesure l'accélération grâce au capteur, mais on traite également l'information et on renvoie différentes informations qui sont la vitesse de déplacement. Et puis, l'enveloppe ici, c'est un traitement qui est fait pour détecter les différences de déroulement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même web entier. Et donc, si je rajoute le capteur IMX1 dans l'offre, on voit qu'on vient compléter les deux offres que je vous ai présentées précédemment, donc les capteurs wired, qu'on va appeler critique et de protection, avec le capteur wireless, qui cette fois va permettre à l'utilisateur de monitorer des machines qui sont plus simples, puisque le capteur en lui-même est plus simple. On, on a des traitements qui sont moins énergivores que les précédents, puisque on a moins d'énergie qui est disponible. Mais en contrepartie, on a un capteur qui est moins cher. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a un coût d'installation qui est aussi plus réduit, puisqu'on n'a pas des câbles à tirer sur des capteurs. Alors évidemment, on a besoin d'alimenter une gateway, mais les capteurs sont utilisables une fois qu'ils sont installés. Voilà, donc voilà, pour vous donner un peu l'image macro du condition monitoring chez SKF, maintenant on va rentrer un peu dans le détail de la solution et puis clairement on vous expliquera un peu plus les contraintes auxquelles on a fait face et comment on a pu résoudre les différentes problématiques. Donc le système, ça se présente sous quatre composants. Donc le capteur dont j'ai parlé un petit peu là, sur les slides précédentes, la gateway qui permet de faire le lien et que c'est un peu le chef d'orchestre du réseau, puisque c'est lui qui va faire les demandes de mesure aux différents capteurs. On a une application mobile qui est capable de configurer les capteurs, donc qui communique soit en Bluetooth, soit en NFC avec le capteur, et qui permet de faire le lien entre une localisation virtuelle qui est créée dans le logiciel de supervision et la localisation physique du capteur. Et puis, ben, on a Observer qui nous permet de visualiser l'ensemble des capteurs, de voir la performance du réseau en termes de communication, de voir si on a des points qui font des mesures qui ont tendance à augmenter, qui pourraient signifier que le roulement est défaillant, ou on en a parlé tout à l'heure qu'il y a un piston sur une pompe qui commence à avoir une fissure, qu'on a perdu une panne d'un ventilateur. Voilà, ça nous permet de faire l'analyse plus poussée, l'analyse fréquentielle, l'analyse temporelle de toutes les données que les capteurs mesurent. Et ensuite, ça architecture de cette façon-là. Alors, c'est simplifié, le réseau peut avoir jusqu'à une centaine de capteurs. Là, il y en a 3. Mais le principe est le même. On a ces 3 capteurs qui communiquent les uns avec les autres et qui remontent l'information jusqu'à la gateway. Comme je le disais tout à l'heure, on a la mobile app en bas là, qui permettent de faire le commissioning des capteurs et de la gateway, donc de paramétrer le réseau gateway et de configurer les capteurs. Et puis en face de tout ça, de l'autre côté, on a le logiciel Observer qui nous permet de visualiser les données et qui peut être installé soit chez le client, soit sur le cloud, avec la possibilité de faire appel à SKF pour analyser tout ce qui est mesure et fréquence de défaillance des différents moments pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les applications des clients. Voilà. Pour un peu la vision générale du système, je vais laisser Clément rentrer un peu plus dans les détails. Bonjour. Donc, du coup, moi, je vais vous parler plus de la partie deux états de choses, donc la partie communication et la partie aussi data et énergie. Donc d'abord, on a un réseau mesh. Ce réseau mesh, ça a été un partenariat avec une autre entreprise, donc Lumen Radio. C'est une stack propriétaire sur le 2,4 GHz. Il faut savoir que les réseaux mesh, vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est un réseau qui va s'auto-construire, qui va être capable de se construire facilement. Dans notre cas, nous, le but, c'est vraiment d'envoyer une data vers la gateway. On va avoir principalement, il y a plusieurs paramètres, mais les deux principaux sont la qualité de signal. Donc, chaque capteur va regarder la qualité de signal des autres capteurs
avec qui il peut communiquer, et aussi le nombre de hops, le nombre de sauts jusqu'à la gateway. Et le but, c'est d'avoir un algorithme qui va permettre d'être capable d'optimiser ces transferts-là. On peut avoir très bien une très forte qualité, donc aller du point A à un point B, à un point C et après à la gateway. Mais si ça se trouve, on peut peut-être réussir directement à aller au point B sans passer par le point A et d'aller à la gateway après. Le tout, c'est que si la qualité du signal n'est pas assez bonne, on peut avoir des retries, des réessais, ce qui nous fait perdre de l'énergie. On va beaucoup parler d'énergie parce que nos capteurs sont sur batterie. Donc, attendez-vous à entendre beaucoup le bruit d'énergie. Malheureusement, on n'a pas de vidéo. Ici, c'était normalement une vidéo qui permettait de montrer comment le réseau allait se construire, parce que forcément, le réseau ne va pas instantanément se construire. Le réseau mesh va forcément devoir apprendre et devoir construire son réseau pour pouvoir justement estimer quels sont les nœuds, quels sont les éléments importants, où est-ce qu'il peut passer pour aller jusqu'à la gateway. Donc, ça va construire tout un ensemble de routes. Le but étant d'avoir quelque chose qui va s'auto-adapter dans l'environnement. Si on a des objets qui vont apparaître, disparaître, le but c'est de pouvoir reconstruire le réseau et d'avoir aussi toujours un chemin disponible. Donc, une bonne stratégie, c'est plus on a de capteurs, plus on a des chances d'avoir un réseau et plus on a des chances d'optimiser notre réseau. Je vais parler d'une autre problématique aussi, toujours en lien avec notre réseau mesh, c'est les firmware updates. Je vais prendre un exemple assez simple. Quand vous avez un téléphone et que vous le mettez à jour, vous allez télécharger toutes les données du serveur et les mettre sur votre téléphone. Votre voisin va faire exactement la même chose. Il va récupérer toutes les données du même serveur, les transiter par le même endroit et les avoir sur son téléphone après. Donc l'information est déjà passée 2 fois au même endroit. Si on imagine ça avec 10 personnes, 100 personnes, ça veut dire qu'on a 100 fois la même donnée qui passe au même endroit. Ce qui va nous consommer beaucoup d'énergie. Donc ce qu'on a fait, c'est dans notre système, ce n'est pas la gateway qui va se connecter à chaque capteur pour envoyer les données. On va renverser un peu le process. C'est le capteur qui va récupérer le firmware. Ce qui va nous permettre, si on est mis à jour, si on a la gateway qui est mise à jour, donc le carré vert ici, donc si on a un nouveau firmware disponible, les capteurs de rang 1, donc ceux qui sont connectés directement à la gateway, vont pouvoir télécharger ce firmware. Donc le firmware va transiter de la gateway vers les premiers capteurs, les capteurs de rang 1. Et ensuite, c'est les capteurs de rang 2 qui vont se connecter aux capteurs de rang 1 pour télécharger le firmware. Et ainsi de suite, jusqu'au capteur de rang 3, 4, etc. Ce qui nous permet de cette manière-là de pouvoir transférer une seule fois le firmware, qui est un gros objet pour nous, sur chacun des liens. On n'a pas de duplication de transfert de données, qui va nous permettre d'économiser beaucoup d'énergie, étant donné qu'un firmware, dans notre cas, va être énormément d'énergie, énormément de données et énormément d'énergie sur notre réseau. Un autre avantage qu'on va avoir avec le réseau mesh, c'est la synchronisation. Ça va nous permettre, par exemple, si je prends le cas du Bluetooth, on a fait des essais, on va avoir une synchronisation entre capteurs de 2 à 3 millisecondes. Avec des drivers custom, on arrive à descendre à 300 microsecondes, mais rarement en dessous. L'avantage du réseau mesh, c'est que tout est partagé, tout est avec la même horloge, tout est synchronisé. Ce qui nous permet d'avoir une synchronisation d'environ 30 microsecondes entre tous les capteurs du réseau. Si après on se focalise sur des zones précises, on peut réussir à descendre encore plus bas. Qu'est-ce que ça va nous apporter pour nous? Nous, ça va nous permettre d'avoir des analyses vibratoires beaucoup plus poussées, parce qu'on va être capable de faire une synchronisation entre nos deux capteurs sur un même moteur et de pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées. C'était la première partie, donc je vais vous résumer un petit peu. Donc on va avoir un network mesh qui va être capable de s'adapter aux environnements, ce qui est vraiment pratique dans le cadre industriel, parce qu'on n'est jamais sûr de si tout va rester en place, s'il n'y a pas des personnes qui vont bouger, s'il n'y a pas des objets qui vont bouger, etc. On va aussi avoir un FOTA qui va être assez efficient dans le sens où on va essayer de transférer au minimum les informations sur le réseau et de maximiser donc l'énergie. On va transférer un FOTA. Et donc on va aussi pouvoir synchroniser tous nos capteurs pour en faire des processing assez avancés. Maintenant, je vais parler aussi encore d'énergie et de data. Qu'est-ce que fait notre capteur? Majoritairement, il va être en ce qu'on appelle nous le sensing. Qu'est-ce que c'est le sensing? C'est le moment où le capteur ne fait rien. Donc 97% de notre temps, notre capteur ne fait rien. J'exagère un petit peu, il ne fait pas rien, il va continuer à rester dans le réseau mesh et continuer à entretenir le réseau mesh. Le but étant de pouvoir toujours avoir un lien vivant dans le réseau mesh, de toujours être à l'écoute des autres, de savoir quels sont les nouveaux bases, quels sont les nouveaux nœuds qui sont perdus, etc.
Donc, c'est vraiment un gros effort qu'on a fait dessus, sur cette partie-là, parce que c'est quand même une grosse partie du temps. On a aussi un focus sur la partie données. On peut voir là. Si, par exemple, on transfère 50 kg bits par jour, on va avoir une durée de vie de 1 an, ce qui va être un petit peu embêtant pour nos capteurs. Mais en connaissant un peu nos clients, en connaissant ce qu'ils ont besoin, on va pouvoir optimiser les transferts, optimiser les demandes de vibratoire, parce qu'un client peut très bien avoir besoin de mesurer toutes les heures, et peut-être que sur d'autres machines, il y a peut-être besoin de mesurer que toutes les 8 heures. Donc avec cette connaissance-là, on va pouvoir adapter et configurer notre réseau. Et donc du coup, on va pouvoir ne transférer par exemple que 50 kg de données par semaine, ce qui va nous permettre d'avoir une durée de vie beaucoup plus évoluée. On a aussi un mode de configuration sur notre capteur. Notre capteur peut interagir dans différents modes. On a 3 modes principaux. On a deux systèmes de fonctionnement. Un mode measurement, c'est-à-dire que le capteur va faire des mesures. Il va me faire des mesures vibratoires et de température. Et le second mode, qui est le data transfer, c'est-à-dire qu'il va être dans le réseau, actif comme un routeur, c'est-à-dire qu'il va récupérer des informations de ses voisins et les transférer si besoin. Et donc, du coup, par rapport à ça, on a défini 3 configurations. Une configuration qu'on va appeler mesh, c'est-à-dire que le capteur est capable de mesurer, mais aussi de faire du transfert de données. Donc, c'est le mode le plus utilisé. On va avoir un mode relais. Le mode relais est un peu particulier, étant donné qu'il ne fait pas de mesure. Il va juste faire les data transferts. Ça va nous permettre, par exemple, de relier 2 bâtiments entre eux. On va mettre des relais entre eux pour éviter de consommer de l'énergie à faire des mesures qui ne seront pas utiles. Ou alors de sécuriser un réseau. Comme je l'ai dit au début, plus on a de capteurs, mieux c'est. Et on a le dernier mode, le mode leaf, qui est un end node qui va nous permettre de faire que de la mesure, mais lui ne sera pas capable de transférer des données. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce mode-là? Il faut savoir qu'on est toujours dans l'industrie. Des fois, les capteurs sont sécurisés, sont dans des zones très difficiles d'accès, et on voudrait justement maximiser sa durée de vie. Il faut savoir que entre Mesh et Leaf, qui est le même fonctionnement, d'un point de vue utilisateur, on va tenir 30% plus longtemps grâce à ça. Par contre, le problème, c'est qu'on a un capteur en moins pour faire du mesh et donc sécuriser le réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des connaissances clients, des connaissances applicatives pour savoir où est-ce qu'on peut vraiment mettre des capteurs les LIF et où est-ce qu'on vraiment peut mettre les capteurs mesh. On a aussi beaucoup travaillé sur la configuration de notre capteur pour justement être capable d'optimiser certaines choses selon les besoins clients. Notre capteur va répondre à beaucoup de besoins à différentes personnes et on va pouvoir répondre à ces besoins grâce à cette configuration-là. On va pouvoir intervenir sur des machines type ventilateur, type hydrocarbures, etc., comme nous a présenté Simon. Le but étant de pouvoir, avec un seul appareil, être capable de viser beaucoup plus d'industries. Donc, pour résumer sur cette partie qui est la partie plus énergie et data, il faut savoir qu'on a une première configuration qui est possible avec plus de 100 paramètres. Tous nos capteurs sont sur batterie et continuent à mécher sur batterie avec une durée de vie d'à peu près 4 ans dans le cas typique. On peut monter ou descendre selon la configuration. Et on a un mode stencil, donc on va parler de chiffres, où on est à 24 microampères en mode mesh. C'est-à-dire que quand le capteur va faire de la mesure, enfin, va pas faire de mesure, mais quand il va rester dans le network et alimenter le network et mettre en vie le network mesh, il va consommer 2,4 microampères. 24, désolé. 24 microampères. Il faut savoir que quand on a commencé le premier produit, on était à 2 fois, voire 3 fois plus. Et j'ai parlé de partenariat, on a beaucoup bossé avec notre fournisseur pour justement réussir à descendre cette durée. Avec cette consommation, on a à peu près une latence de 1 à 2 secondes. C'est quand même très correct, ce qu'on a besoin. Et donc, les data, c'est de l'énergie. Dès qu'on transfère une information, c'est de l'énergie. Donc, on va aussi faire en sorte de limiter nos data, de limiter au maximum par rapport aux besoins clients les données qu'on va envoyer sur le réseau. Et donc, ce qui va nous permettre de limiter un petit peu l'énergie dépensée à chaque fois. Et donc là, on va parler des exemples. Je te laisse. D'un exemple. Merci. Donc, on va parler d'un exemple qui est très proche de nous, puisqu'il est à l'usine dans laquelle on travaille. Donc, c'est un bâtiment qui traite tous les fluides de coupe, de fabrication des roulements. C'est un circuit fermé, donc on récupère tout ce qui est
tous les fluides de la ligne de production, ça arrive dans ce bâtiment, c'est traité, filtré, c'est renvoyé sur la ligne de production. Donc on a la chance d'avoir ça dans donc un bâtiment alors il nous est pas dédié, mais on a une centaine de capteurs. Donc ça nous a permis de faire plein de tests, de trouver des bugs chez nous, des bugs dans les couches inférieures, on va dire. On a un environnement qui est très métallique, comme vous pouvez le voir. On a des machines électriques, on a des pompes, on a vraiment beaucoup de cas d'application différentes. On a des machines qui tournent à des vitesses différentes, des machines qui ont des vitesses variables. Donc c'est vraiment un terrain de jeu parfait pour tester notre système. Et pour vous montrer un peu la façon dont le réseau est dynamique, je vous ai juste mis cette image. Alors, je vais vous expliquer un peu l'épaisseur des traits, ça correspond à la quantité d'informations qui a été échangée entre les capteurs. Et la couleur des traits, c'est la qualité de la connexion entre les capteurs. Donc, chaque point bleu est un capteur. La gateway, elle est entourée en bleu. Alors, ce qu'on n'a pas représenté ici et ce qu'on n'arrive pas à représenter pour l'instant, c'est le fait que le bâtiment est sur 2 niveaux. Donc, par exemple, tous les capteurs qu'on voit en haut à droite là sont au niveau supérieur par rapport aux capteurs qui sont en bas à droite. Mais ça, c'était plus pour vous montrer un peu comment les capteurs essayent d'aller chercher d'autres chemins pour aller jusqu'à la gateway. J'ai tracé ça sur 2 jours seulement. Et on voit que pratiquement tous les capteurs ont plusieurs chemins, enfin en tout cas ont essayé plusieurs chemins pour essayer d'aller à la gateway le plus directement possible. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais tous les traits rouges, ils vont à la gateway. Alors dans la décision, le protocole pour aller jusqu'à la gateway, il y a un critère qui est d'avoir le moins de sauts possible pour limiter la consommation d'énergie. Puisque si un capteur transmet des données, forcément il consomme. Donc, on accepte d'avoir un lien entre la gateway et le capteur qui est un peu moins bon. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de traits rouges sur ces capteurs-là. Mais quand on a un lien qui est pas à la gateway, on voit qu'on est beaucoup plus vert que rouge. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un peu plus de retry pour être sûr que la donnée arrive jusqu'à la gateway. Voilà. En conclusion, j'ai essayé un peu de résumer tout ce qu'on vous a dit, Clément et moi. Donc, toutes les bulles que vous avez, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit. Un capteur qui est alimenté sur batterie avec une durée de vie entre 2 et 4 ans. Alors, j'ai volontairement baissé la durée de vie, puisque si on demande beaucoup de mesures et on envoie beaucoup de mesures, la durée de vie va baisser. On fait des mesures de vibration et de température. On ne vous a pas parlé de processing, mais on post-traite la donnée vibratoire dans le capteur pour limiter la quantité d'informations qu'on va envoyer à la gateway et encore une fois limiter la consommation d'énergie. On a parlé au tout début du coût d'installation d'une solution wireless par rapport à une solution wired qui étaient les solutions historiques d'SKF. Clément vous a parlé du firmware reversière et de la propagation du logiciel de la gateway vers les capteurs de niveau en niveau. On a un système, comme je vous l'ai montré juste avant, qui s'adapte à l'environnement et qui est sans cesse en train de chercher une meilleure possibilité d'envoyer ces données à la gateway. Clément vous a parlé un peu de temps de réponse et de synchronisation qui était possible entre les capteurs. Et puis, on ne vous a pas parlé de ça, mais c'est forcément, on ne consomme pas beaucoup quand on est connecté. La contrepartie, c'est qu'on a un système qui consomme un peu plus quand on est connecté, quand on établit la connexion. Donc, c'est un cas de vie qui est très court dans la durée de vie totale du capteur. Ça dure une dizaine de minutes au moment de l'installation. Mais le reste du temps, comme Clément vous l'a expliqué, on a vraiment des consommations qui sont, en tout cas pour nous, peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas bas. Pour nous, c'est vraiment un niveau qui est relativement bas par rapport aux besoins qu'on a sur l'application et que les clients nous demandent. Ce qui nous permet d'avoir une durée de vie qui est aux alentours de 4 ans. Merci. Merci à tous les deux pour cette présentation. Du coup, est-ce que... J'ai une question. Ouais, ouais, non, c'est pas une question, c'est juste pour quelqu'un qui dit qu'il doit partir. Si. Une question sur le coût.
C'était la question, je crois, précédente. Oui, bon, Bon, c'est pas grave, du coup, je vous en pose une qui vient d'arriver. Y a-t-il une limite de nombre de nœuds intermédiaires à partir duquel l'information est perdue? question. Alors, le système est designé pour avoir jusqu'à 10 sauts, donc 10 en limite, jusqu'à 10 hop, 10 sauts, ouais. Donc, on peut avoir 10 capteurs les uns à la suite des autres. La donnée arrive jusqu'à la gateway sans problème. Donc, ça, c'est aussi, l'usine nous a permis aussi de faire ces types d'essais. On voit que l'ISO, ça nous permet d'aller très loin. On a limité à 10 os pour éviter de consommer, parce que si on fait 10 os, ça veut dire qu'il y a 10 capteurs qui transfèrent de l'information, 10 capteurs qui perdent de la batterie. Déjà colossal. Et d'après sur nos essais qu'on a fait, 10 os, ça permet quand même de couvrir une très très, très grande usine. Et merci. Ah, une question. Mais comment vous faites pour... j'imagine que les capteurs qui sont proches de la gateway consomment plus. Comment vous faites pour... Bon, parce qu'ils relaient toujours les messages... Pour ceux qui sont en relais. Enfin, ceux qui sont les plus proches de la gateway, probablement, consomment plus, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que annoncer... Enfin, dire que... annoncer 4 ans de durée de vie, c'est probablement très variable en fonction de la Tout à fait. C'est distance. pour ça qu'il reste toujours une estimation. On ne peut pas dire, vous inquiétez pas, dans 4 ans, pendant 4 ans, il ne se passera rien. Parce que ça dépend aussi de la température, de différents éléments. La batterie liée aussi. Donc, on reste sur des estimations. C'est l'estimation moyenne. Ça va dépendre aussi beaucoup de la topologie. Si on a un réseau très type étoile, on va consommer moins. Si on a des réseaux qui vont être plutôt mesh, où ils vont mécher beaucoup, où il y a beaucoup de changements d'environnement, on va consommer plus. On est toujours sur de l'estimation. Et sur le graphe, où on voit les, ça, je crois qu'on voit sur le graphe là, voilà. Là, comme ça, intuitivement, je me dis, les capteurs qui sont en haut, là, s'ils essaient d'envoyer un message à un intermédiaire, un relais au milieu, le message peut aussi arriver à la gateway. Tout à fait. Mais Donc, il y est-ce a, que... il y a toujours la balance du fait que si le capteur, il va, dans les cas usuels, il va réussir à envoyer un message 1,5 fois sur 1,5 fois, ça veut dire que s'il était passé par un autre capteur, la donnée transiterait 2 fois. C'est-à-dire qu'il envoie ça au premier capteur, puis à la gateway. Si on a une limite métrique qui va être plutôt de 1,5, c'est-à-dire que de temps en temps, une fois sur deux, il va réémettre le message. Et en fait, en consommation globale sur notre réseau, on va être plus efficient. C'est pour ça que par moment, on peut avoir. Alors, le lien rouge, c'est vraiment notre code couleur. Il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'il y a assez rouge, ça communique quand même très bien. Mais le but étant de trouver un système efficient. Multiplier les hops ne va pas forcément être efficient. Le leak métrique va aussi. La qualité de communication peut être aussi importante. C'est un mix des deux. On a un algorithme, il y a un algorithme qui est basé sur ça, plus d'autres paramètres, bien sûr, pour justement estimer quel est le chemin le plus efficient possible en termes de batterie. Nous allons beaucoup parler batterie. Ma question, c'était, est-ce que le message rouge, il était vraiment destiné à la gateway ou il était destiné à l'intermédiaire et il a été intercepté par la gateway? Dans notre système, on a toujours un système où la gateway va demander des ordres à certains capteurs. Là, on va être dans un sens. Et dans l'autre sens, c'est le capteur va envoyer des informations et le but, c'est toujours d'atteindre la gateway. On ne communique pas de capteur à capteur dans notre système. Le but étant vraiment de relier les informations vers la gateway ou de la gateway vers un capteur. Et les signaux radio, eux, ils peuvent arriver à tous les... Tout à fait, oui. Mais justement, en fait, on a un routage qui va nous permettre de dire le message est en direction de la gateway, il va passer par un capteur dédié qui va ensuite l'envoyer vers un autre capteur dédié, etc. On a un routage qui est fait au moment où on veut envoyer un message. Que ça paraît plus clair. Non, mais bon. Tous les messages vont. Le système est fait pour remonter tous les messages à la gateway. Le capteur, c'est pas une fin en soi. Si le capteur a un message d'un autre, il va rien en faire. On va pas le visualiser. Ce qui est important, c'est que tous les messages remontent à la gateway. Qui passent par un autre capteur ou pas, enfin, je dis pas que c'est pas notre problème, mais l'utilisateur, il va pas le savoir. Cette visualisation-là, c'est plus pour la mise en place du réseau si on a besoin de rajouter un relais. Mais pour l'utilisateur final, l'information, elle vient de la gateway. Et à partir de cette gateway, on visualise via le logiciel Observer que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure.
les spectres, les tendances pour voir l'état des machines et s'il y a besoin d'intervenir sur telle ou telle machine. Merci. Ah, question. Oui, ce que vous m'expliquez, là, est-ce que ça reste valable quand vous faites le firmware? Parce que, est-ce qu'il y a une reconfiguration du réseau? Parce que vous avez montré tout à l'heure que ça descendait de capteur en capteur. Donc, c'est pas tout à fait la même configuration que ce que je vois là. Est-ce que c'est reconfiguré pour le firmware ou ça reste pareil? Les deux sont- Non, non, les deux vivent en parallèle. Les deux systèmes fonctionnent en parallèle. On a d'un côté la partie qui est vraiment communication pour la vibration et d'un côté la partie communication qui est pour le flottant. En fait, on a deux types de channels. On a un channel qui va être plus pour les data et un channel qui va être plus pour le firmware basé. Et justement, le but, c'est que les deux ne s'interrompent pas avec une priorité quand même aux data de vibration par rapport au flottant. Moi, j'ai une question aussi, du coup, par rapport à la synchro 30 microsecondes, quand le réseau vit sa vie et que le maillage change, est-ce que ça a un impact sur la synchronisation de certains capteurs qui changent de chemin ou ça n'a pas d'impact? Ça n'a pas d'impact. En fait, le mesh, quand il va se construire, il va se synchroniser sur une horloge qui est l'horloge de la gateway qui va donner le tempo à tout le réseau. Et c'est ce tempo-là qui va nous permettre de descendre vraiment cette énergie-là parce qu'on sait à quel moment on doit écouter sur le réseau et à quel moment on doit dormir. Donc, cette horloge est très très importante et c'est pour ça qu'elle est très très précise. Parce que plus on ouvre la communication RF, plus c'est de la communication de l'énergie perdue. Du coup, il y a une autre question en ligne concernant. Désolée. Oui, est-ce qu'il y a des priorités dans les informations? Est-ce qu'il y en a qui doivent arriver plus rapidement à la gateway, style une alarme voilà. Est-ce qu'il y a un système de priorité dans les datas? Non, il n'y a pas de système de priorité dans les data parce qu'on l'a voulu. La priorité va être donnée par la gateway. C'est la gateway qui va demander au capteur des informations et récupérer les informations. Donc, c'est la gateway qui va donner le tempo sur les priorités. Mais le réseau en tant que tel, on ne va pas avoir de priorité dans les messages. Tous les messages ont la même priorité. On n'est pas sur un système, je disais tout à l'heure, critique. On a des phénomènes de défaillance qui sont longs à arriver. Ça peut être de l'ordre du mois ou de la semaine, mais rarement moins. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des alarmes qui remontent rapidement à l'utilisateur, comme peuvent le proposer les deux solutions que je vous ai présentées. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est Christophe qui va faire passer le micro. Oui, c'est intéressant de savoir comment fonctionnait le commissioning du système. Et puis, deuxième question, comment fonctionne le commissioning du Ouais, système? ouais. Et puis, deuxième question, le mode, le power routeur que vous avez décrit tout à l'heure. C'est différents modes. Est-ce qu'ils peuvent vivre pendant la vie du système ou est-ce qu'ils sont figés au commissioning? Ouais. Alors, le commissioning, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est de créer la hiérarchie virtuelle sur Observer. Donc, on crée toutes les machines. Dans un premier temps, on crée ensuite les points de mesure qui vont être les capteurs physiques sur le capteur. Donc, on a une hiérarchie comme un dossier Windows. Et ça, c'est transféré vers l'application mobile. Depuis Observer vers l'application mobile. Une fois qu'on a l'application mobile, on a la hiérarchie dans l'application mobile. On vient associer ce point virtuel à un capteur physique et on vient lui donner les clés pour se connecter à la gateway. Ça se fait via NFC pour activer le capteur, puisque le capteur, quand il sort de production, il est dans un mode, il consomme encore moins que les 24 micros que Clément nous a parlé. Et en Bluetooth pour envoyer les infos. Et une fois que le capteur est commissionné, on peut l'installer sur la machine. Alors, forcément, il faut faire le lien entre la machine physique et la machine virtuelle, sinon on va remonter des informations, on va avoir une alarme sur une machine qui n'est pas forcément la bonne. Et une fois que ça c'est fait, le capteur lance le protocole de connexion à la gateway. Donc, il y a différentes étapes qui permettent d'échanger les clés, de se présenter, de récupérer la configuration de mesure qui vient d'Observer. Et puis après, le système fonctionne tout seul. Donc la gateway fait des demandes au capteur pour faire des mesures d'abord et ensuite pour récupérer des mesures. Et voilà, et c'est fait.
Et pour la seconde question, Ouais. la partie est-ce que la configuration est figée au commissioning? Pour l'instant, oui. Et on a des évolutions en cours pour le changer. Pour pouvoir justement, basé sur la topologie, se dire, tiens, ce nœud-là serait plus intéressant de passer en leaf ou de passer en mesh. Par le réseau ou Par le réseau. vraiment sur chaque étape? Par le réseau, justement. Le but étant de, en différentes étapes, forcément, dans une première étape manuellement et après de l'automatiser via Observer, qui serait capable d'analyser le réseau et de voir quels sont les nœuds qui pourraient passer en leaf parce qu'ils n'ont jamais relié d'informations pour économiser leur batterie. Merci. Merci. Et du coup, j'avais une question, peut-être une dernière question, on va dire ça comme ça. Par rapport au compromis calcul intégré dans le capteur et transmission ou transmission de plus d'informations qui ne sont pas pré-traitées. Comment est-ce que vous avez pu faire la part des choses? Je te laisse faire. C'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Non, mais en fait, on ne peut pas se permettre d'envoyer les données brutes. On fait des acquisitions à 64 kilos. On peut faire des mesures jusqu'à 32 secondes. On peut pas enregistrer et envoyer tous ces points-là à la gateway, ça consommerait trop. Donc, on traite les informations. Et je l'ai expliqué rapidement. On envoie trois types d'informations. Donc, l'accélération qui est la mesure qu'on fait, mais qui est pas compressée, mais qui est traitée. La vitesse de déplacement, parce que ça nous permet de détecter des choses différentes. Et l'enveloppe, donc qui est un algorithme qui est utilisé chez SKF pour détecter les différences de roulement. Et en fonction des fréquences que les clients cherchent, alors ils sont souvent supportés par les ingénieurs d'API chez nous, mais on parlait de paramètres, on vient définir des fréquences max de spectre qu'on envoie, et du coup, on vient réduire la fréquence d'échantillonnage des signaux qu'on envoie pour limiter au maximum la quantité d'informations qu'on envoie. Et du coup, la consommation. La consommation, c'est ça. Sachant qu'un client veut toujours beaucoup de Sachant que, voilà. Sachant qu'on veut toujours plein de précisions, mais Et que ça dure 8 ans. voilà, exactement. On est tous pareils. Ok, bah écoutez, Merci. merci à tous les deux pour cette présentation. Et je vais juste terminer par quelques petites informations sur ce séminaire. Donc, bon, je l'ai déjà dit à la pause, mais ceux qui sont en présentiel, vous avez un petit questionnaire papier dans vos pochettes. Et également, si vous préférez, vous pouvez directement scanner ce QR code et répondre en direct sur notre site internet. Voilà. L'idée, c'est qu'on sache si ce séminaire vous a intéressé, s'il y a des points à améliorer, si vous avez aussi des sujets éventuellement à proposer pour nos prochains séminaires techniques. Et comme je parle des prochains séminaires techniques, si je me mets devant, ça ne va pas vous aider pour le scan. Donc, le prochain séminaire qui est organisé par le CRESIT, ça sera le 14 octobre sur le côté cybersécurité des objets connectés. On en a un petit peu parlé dans les différentes présentations, mais voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi. Notamment, on est un des partenaires du projet CyberInsa. Et l'équipe a évalué déjà quelques objets connectés, notamment sur tout ce qui est voilà, espionnage radiofréquence et voir comment on peut hacker ces systèmes-là. Voilà, je ne vous donne pas le résultat, il faudra venir le 14 octobre pour en savoir plus sur ce qui a été fait. Et puis, c'est quand même un sujet d'actualité, puisque la directive RED, là, elle va imposer la partie cybersécurité à partir de août 2025, donc c'est-à-dire dans un mois. Voilà. Concernant ce séminaire aussi, on remercie tous nos partenaires que j'ai cités là au début du séminaire. Donc, évidemment, nos financeurs, la région Centre, l'État et les fonds européens, la métropole d'Orléans. Nos partenaires aussi, pardon, Captronic, le pôle de compétitivité Smart Power, et puis le Loire Valley Data Hub, qui nous ont aidés aussi dans la diffusion et faire passer le message comme quoi on organisait ce séminaire. Évidemment, merci aussi aux différents intervenants de cet après-midi qui nous ont présenté plein de technos différentes et avec des applications et des cas d'usage assez variés. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, ben voilà, si vous avez des besoins sur le côté électronique ou de en savoir plus
sur les technomèches, n'hésitez pas à recontacter l'équipe Crésit. Donc, vous avez mon adresse mail et puis celle de Christophe Aléra, qui est notre directeur technique, qui peuvent vous appuyer dans vos différents projets. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Je crois que c'était la dernière slide, oui. Pour ceux qui sont en physique, on vous attend dans la salle de convivialité à côté pour partager un verre et puis à nouveau échanger sur le stand des intervenants. Et puis, tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi remplir le questionnaire de satisfaction. Vous recevrez aussi un petit mail pour savoir voilà, vos retours sur cet événement. Ben, merci à tous et bonne fin de journée et à très bientôt.